Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour avec cette question. Sommes-nous en récession ou en stagnation? En stagnation ou en récession? D'après l'INSEE, nous sommes en stagnation, mais pas en récession. La question du jour, les entrepreneurs. Les pigeons sont de retour au pigeonnier, mais ont-ils gagné? Sont-ils repartis hier de leur rencontre avec Pierre Moscovici et Fleur Pellerin avec de réelles réponses sur cette question de la taxation des plus-values des cessions d'entreprise? Il y a des éléments nouveaux, mais fondamentalement, c'est probablement le gouvernement qui a gagné parce que l'objectif est atteint, le buzz va s'achever, ils vont sortir des écrans radars de la une de l'actualité et tout va continuer comme avant. Et puis, on va retourner sur le terrain européen. On l'a un peu laissé en jachère ces derniers jours compte tenu de l'actualité fiscale qui nous occupait, mais la pression est toujours forte pour que l'Espagne demande officiellement l'aide de l'Europe. Et puis on l'a vu ce matin au travers des déclarations en provenance d'Athènes, le mur du surendettement et de la cessation de paiement guette à nouveau la Grèce, alors que l'Europe du Nord est quand même clairement en train de faire un peu sécession sur l'extraordinaire unanimité qui était pourtant affichée il y a encore quelques jours, quelques semaines après la décision de la BCE et le vote de la Cour de Karlsruhe. On va en parler avec Olivier Berruyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Il est actuaire, il est auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel, et il anime le blog www.les-crise.fr. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en investissement, enfin en stratégie d'investissement. Récession ou stagnation? Je redonne les chiffres de l'INSEE. Croissance à 0,2% en 2012, c'était 0,4% en juin, donc c'est revu à la baisse. Taux de chômage à 10,2% à la fin de cette année et un pouvoir d'achat qui reculerait de 0,5%, c'est-à-dire un repli inédit depuis 1984, nous dit l'INSEE, sous le fait des baisses de revenus d'activité, mais aussi de la pression fiscale qui s'est accélérée, et 2013 qui démarrerait donc de manière flat. Alors, le débat sémantique, on n'est que sur des histoires de mots, flexibilité, pas flexibilité, et là, stagnation ou récession? En fait, c'est en partie un faux débat, mais j'ai envie de dire que l'INSEE se base là-dessus, sur les séries trimestrielles de PIB. Alors effectivement, la définition en Europe, c'est une définition assez cucul-à-praline, qui consiste à définir une récession au plan technique par 2 trimestres de suite consécutifs de baisse en volume. Zéro. Voilà, alors si vous avez un trimestre, le T1 où ça baisse, T2 qui fait 0 et le T3 qui fait moins 0,5, vous n'êtes pas en récession. Voilà. Parce que vous n'avez pas... Donc c'est une définition complètement idiote. Et d'ailleurs le NBER aux États-Unis, le National Bureau of Economic Research, lui utilise une batterie d'indicateurs mensuels beaucoup plus fins, comme la production industrielle, les ventes au détail, les revenus hors transfert, enfin bref, toute une série d'indicateurs pour qualifier une récession ou pas. Et le NBER aux États-Unis est l'organisme habilité pour définir une récession. Elle a déjà défini une récession, alors même qu'il n'y avait pas de baisse. Deux baisses consécutives du PIB. Alors c'est en partie un faux débat. Et puis là, le vrai sujet, c'est même pas d'ailleurs de savoir si on est en récession technique ou pas. Le vrai sujet, c'est combien on va être capable de faire au cours des prochaines années. Voilà, j'allais vous dire, peu importe sujet. le mot, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous savons que les importations en France, par exemple, sont trop élevées, les exportations reculent trop, que les marges des entreprises sont complètement laminées, que les carnets de commandes sont... prenons un peu de recul. Sur les 10 dernières années, 2001, on va prendre la décennie, 2001-2010, la France, en moyenne annuelle, a fait 1,1% de croissance chaque année. C'est là, par décennie... c'est l'âge d'or de l'euro, nous faisons 1,1% de croissance. C'est la plus faible décennie d'après-guerre, ça va sans dire. Or, qu'est-ce qui s'est passé durant la crise? Le taux d'investissement s'est effondré, en France comme dans la plupart des pays européens. Le chômage de longue durée a progressé. Des gens sont sortis encore du marché du travail, donc tout porte à croire que la croissance tendancielle, la croissance potentielle, celle qui compte, c'est à nouveau dégradé. Et moi, la croissance potentielle française, je ne la situe pas à beaucoup plus que 0,5. Et encore, je pense que je suis relativement optimiste. Donc c'est ça la vraie question. C'est pas la question de savoir si cette année, là, en termes comptables, elle fait 0,1, 0,2 ou 0,3 ou combien elle va faire l'année prochaine. Surtout pour l'équilibre des finances publiques, puisque maintenant, il va falloir comme avant d'ailleurs, on présente des programmes de stabilité à horizon 5 ans. Vous vous apercevez que les programmes qui vont être présentés, qui vont être présentés par la France ne tiennent pas la route une seconde, puisqu'ils prévoient un retour de la croissance à plus de 2% à partir de l'année prochaine. Avec 2 tiers de l'effort qui porte à partir de pas l'année prochaine, de celle d'après, c'est complètement ridicule. Agnès Vardier-Molinier, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, directeur de la Fondation IFRAP, Institut français de recherche sur les administrations publiques, et auteur de Les fonctionnaires contre l'État, le grand sabotage, publié chez Albin Michel. Je fais réagir Olivier Berruyer sur cette histoire de stagnation, récession. Le débat n'a pas d'importance?
Non, bien sûr, comme l'a très bien dit Jean-Pierre, bon, on est vraiment sur des histoires de mots, savoir si on fait plus 1 ou moins 0,1, bon, quelle importance. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, on retourne dans des phases extrêmement dures au niveau de l'économie. Et puis d'ailleurs, en vous écoutant, moi, je repensais à Ben Bernanke, qui, quand même, au printemps 2009, nous parlait des jeunes pousses de la croissance qui allaient revenir et qu'on allait vite retrouver des chemins d'une croissance élevée. Et on voit très bien à quel point il y a une incompréhension majeure de ce qui se passe actuellement. En effet, la croissance potentielle pour les années à venir, 0,5 est sans doute une hypothèse assez haute. Incompréhension majeure, ça veut dire quoi, Olivier Berruyer? Que même Ben Bernanke, pourtant Pas même, mais surtout. grand spécialiste et grande tête pensante des phénomènes de crise, notamment celle des années 30, est incapable aujourd'hui, avec la position qu'il occupe, de voir ce qui se passe et de comprendre les mécanismes de surendettement des pays, de pression déflationniste et effectivement de ralentissement économique généralisé des États-Unis à la Chine. Mais de toute façon, il a même reconnu il n'y a pas très longtemps, où il avait dit qu'en effet, leur processus de création monétaire n'avait pas grande efficacité. Enfin, il a quand même reconnu ça ce mois-ci, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, on s'en était rendu compte, effectivement, ça ne marche pas. C'est pas en imprimant de l'argent que vous allez relancer une économie. Il y a un moment, il faut dans trouver une l'État. solution. On a fait des plans de relance. La course au plus gros plan de relance, ça a échoué. On a fait la course au plus gros plan de rigueur, c'est en train de planter. Maintenant, on est en train de faire la course au plus grand programme d'assouplissement monétaire. Exactement. Et bientôt, on fera bientôt à faire la course au plus grand défaut et aux plus grandes restructurations de dette publique, comme on fait systématiquement. Le bientôt. Le bientôt, entre maintenant et bientôt. Quoi. Oui, Suisse sur 3% du PIB avec la Grèce. Je voudrais juste revenir sur le cas américain. Je suis d'accord avec cette présentation générale, mais simplement, quand même, depuis la crise, l'Amérique surperforme l'Europe, néanmoins. Puisque l'Amérique, depuis le point bas du cycle, fait 2,2. L'Europe n'est même pas à 1. La zone euro n'est même pas à 1. Ouais, mais quand vous ajoutez ça année après année, vous retrouvez au bout de 10 ans avec un PIB par habitant qui va être sensiblement différent. Assez peu, parce que le PIB par habitant augmente pas des masses. C'est normal qu'il y ait un point d'écart, puisque la croissance démographique américaine est de plus de 1 point supérieure à la nôtre. Donc au final, quand vous ramenez au PIB par habitant, il n'y a pas des différences. Ça va plus vite chez eux que chez nous quand même. Un petit peu si plus je vite. prends la décennie 2000... mais bien sûr, c'est normal. Mais enfin, ils ont quand même 1200 milliards de déficit. Donc c'est le seul pays qui n'a fait strictement aucun effort d'austérité, qui continue à ouvrir des vannes d'une dépense publique inconsidérée. Nous aussi, refaisons 8 ou 9 points de déficit, ça va aller un peu mieux au niveau de l'économie. Évidemment, c'est juste un gouffre qui se comblera difficilement. Là, je vous suis pas. Parce que déficit, alors faut pas oublier les États fédérés. Parce que les États fédérés sont obligés constitutionnellement, eux, de s'ajuster. C'est pour ça que la politique budgétaire est restrictive déjà depuis longtemps aux États-Unis. Si vous tenez compte de l'État fédéral et des États fédérés, alors les dépenses publiques aux États-Unis, les dépenses fédérales sont à 23% du PIB. Alors, il faudrait que je rajoute les dépenses des collectivités territoriales, et je retrouve à peu près 35. On est à des années-lumière de la France, et même de la moyenne des pays européens. Ce qui est étonnant, c'est que c'est aux États-Unis, pays qui a, de ce point de vue, le moins d'ajustements à faire du point de vue des dépenses publiques, c'est aux États-Unis qu'il y a les débats les plus féconds. En ce moment d'ailleurs à l'occasion de l'élection présidentielle américaine. C'est fou. En France, où on aurait besoin d'un coup de booster au niveau de l'économie de l'offre, on voit les coûts salariaux unitaires être rigides, on voit le taux de marge s'effondrer, les parts de marché s'effondrer, le déficit commercial se creuser. Enfin, c'est hallucinant. On a eu un an de campagne électorale entre les primaires législatives. On a divagué dans tous les sens, mais on n'a pas une seule fois abordé les vrais sujets de Alors justement, Agnès Verdier-Molinier, revenons à l'économie de l'offre, puisqu'effectivement c'est un vrai sujet contre l'économie de la demande. On est en train de se demander depuis des mois maintenant qui va payer. Est-ce que c'est le producteur ou le consommateur? Si c'est le consommateur, dans l'urgence, on aura que la TVA ou la CSG pour le faire payer dans l'urgence, j'entends bien. Après, effectivement, il y a toutes les questions de réforme structurelle. Là, nous sortons d'une semaine absolument incroyable, psychodramatique, avec ce vol de moineaux qui est devenu pigeon et qui est rentré au pigeonnier hier. Est-ce que les entrepreneurs ont gagné hier devant Fleur Pellerin et Pierre Moscovici, à votre avis? Je ne crois pas qu'on puisse dire... Est-ce que l'économie de l'offre a fait un pas en avant? Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais en réalité, cette prise de conscience, on aurait dû la faire bien plus tôt. En réalité, c'est depuis, je dirais quasiment 2004, 2005 qu'on aurait dû faire des ajustements. Aujourd'hui, on paye finalement des politiques aussi de l'ancien gouvernement. C'est même pas un problème d'ajustement, c'est qu'on crée une nouvelle fiscalité en alignant la fiscalité du travail, du capital sur celle du travail. Oui, mais Nicolas, en réalité, ce débat, il est là, il était même là sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Qui avait commencé à monter la fiscalité du capital. Qu'est-ce qui s'est passé quand on reprend les dernières décennies, on voit que CSG-CRDS, c'est 11% en 2005, 12,1 en 2009, 12,3 en 2011,
13,5 en octobre 2011, 15,5 en juillet 2012. Ça n'a pas arrêté d'augmenter. En réalité, on a de plus en plus ponctionné le capital, tout en disant officiellement... Bon, CSG ne touche pas que le capital. Hein. C'est 70% de la CSG sur les revenus du travail. Non, mais là je parle de la CSG sur le capital. Et effectivement, celle sur le capital, le 15,5, c'est sur le capital. On est d'accord, c'est sur le capital. Et là, la CSG sur le travail, c'est la décision qui a été prise sous l'ancien gouvernement, sur le même mode d'explication, hein, c'est-à-dire, en gros, il faut taxer le capital de la même manière que le travail. Eh bien, on a choisi d'augmenter la CSG plutôt. Et puis là, avec ce gouvernement, on dit, finalement, il faut taxer le capital de la même manière que le travail. Et puis là, on augmente la taxation, en fait, hier. C'est-à-dire, on change du prélèvement forfaitaire et puis là, on va sur le barème normal de l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, on avait augmenté plus que le travail et donc, on est déjà au maximum. Et de l'autre côté, finalement, on va se remettre sur des taux, en plus des taux au niveau maximal. Pourquoi ? Parce que quand on est, par exemple, sur la question des plus-values de cession, qui a beaucoup animé... Ça a été la question de la semaine, bien sûr. Le débat de la semaine. Oui. En réalité, ces plus-values de cession, la plupart du temps, c'est vrai qu'on est imposé dans les hautes tranches de l'impôt sur le revenu. Souvent, sa boîte, on ne vend pas une entreprise tous les jours, hein, c'est clair. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des taux de taxation, comme ça a été dit, autour de 60%, avec en fait une fiscalité du capital qui est beaucoup plus importante que celle qui pèse sur le travail. Oui, Agnès, ça a été le débat de la semaine. Est-ce qu'en sanctuarisant le créateur d'entreprise qu'il va falloir définir fiscalement, qu'est-ce qu'un créateur d'entreprise, est-ce que là, on a effectivement, le gouvernement a fait machine arrière et leur a donné gain de cause? C'est ça la question. Le gouvernement commence à comprendre, mais le problème c'est qu'on ne peut pas traiter non plus que les start-up d'un côté. Oui. Si vous voulez, ce sont des rustines. En réalité, il faut des créateurs et des investisseurs. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus opposer les jeunes créateurs d'entreprises, ceux qui sont dans les startups, etc. Et que nous, on appelle de nos voeux à la Fondation IFRAP, vous le savez, depuis des années. On a été à l'origine de la mesure ISF-PME. Cette mesure, elle est sanctuarisée par le gouvernement, alors même qu'ils avaient dit qu'ils voulaient la supprimer. Et c'est aussi dans la même logique. Ouais. C'est dans la logique de multiplier le nombre de Marc Simoncini, de Xavier Niel, etc. dans ce pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le recul, parce que si j'ai bien compris, le recul, ce n'est que dire tout simplement les plus-values de cession ne seront pas imposées s'il y a un réinvestissement important et on ne sait pas quel est le pourcentage. Exonération sur les sommes réinvesties et sinon les sommes qui sont touchées lors d'une plus-value de cession seront taxées au taux forfaitaire actuel de 19%. C'était déjà un peu le principe puisque si on réinvestissait 80%, on était exonéré de plus-value. Donc en réalité, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Donc ils n'ont pas gagné. Réaction. Moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle usine à gaz parce que de toute façon, s'ils reculent là-dessus, où est-ce qu'on va trouver la compensation pour réussir les objectifs? Donc de toute façon, à mon avis, en fait, on reste dans le mode précipitation, improvisation, bricolage, et donc voilà, c'est ce qui me frappe le plus. Alors, sur l'aspect feuilleton, là, sur les startups, là, moi, je pense que le mal est fait. Parce que là, il y a une retombée mondiale, à mon avis, de cette histoire-là, à cause de... Le déficit en termes d'image est consommé. Ah oui, moi je pense. Enfin, déjà, c'était déjà pas très brillant avant, mais là, le phénomène des pigeons, là, à mon avis, c'est quelque chose qui va avoir une retombée mondiale assez puissante et durable. Et durable parce que, de toute façon, on sanctuarise rien du tout. Hein. Je veux dire, la France est un pays où l'instabilité fiscale est la plus forte. La sanctuarisation, il y a sanctuarisation de rien du tout. Non, mais réalité, parce que de toute façon, il n'y a aucune vision. Il n'y a aucun travail de réflexion. Donc, il n'y a pas de... On a généralement effectivement une vision à 12-13 mois pour répondre à un objectif bruxellois. C'est donc pas de la vision. Non, mais en réalité, il faudrait créer une fiscalité qui soit au service de la création d'entreprises. D'accord, la fiscalité incitative, pas punitive. Bon, oui, mais regarde, qu'est-ce qui se passe ? On plafonne globalement les niches sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, on est à 10 000 euros là. À l'intérieur de ce plafonnement, il n'y a pas la niche, une des niches sur les DOM. Mais il y a la niche qui permet d'investir une partie de son impôt sur le revenu dans la création de PME. On ne fait pas, on n'a pas de stratégie de création d'entreprises et de stratégie entrepreneuriale. Voilà, Agnès, c'est même le contraire. Oui, effectivement, aller sanctuariser les départements d'outre-mer, aller conserver la niche Girardin qui date de Valéry Giscard d'Estaing, faire encore des nouvelles niches sur l'immobilier et préserver l'ensemble de la fiscalité de l'assurance vie. Oui, on a une fiscalité de rentier. Avec pourtant un Pierre Moscovici qui nous dit je veux combattre la rente. Donc, si vous voulez combattre la rente, il s'attaquerait aux dépenses publiques parce que derrière les 56% des dépenses publiques, il y a la Regardons le problème que nous on a regardé dans une étude là sur les entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ceux qui sont actionnaires minoritaires, ils ne peuvent le rester que s'il y a des pactes d'actionnaires ultra compliqués
appliquées qui leur permettent de ne payer que 25% de l'impôt sur la fortune qu'ils auraient à payer, parce qu'en fait, si jamais ils payaient la totalité de leur impôt sur la fortune, pourquoi ? Parce que finalement, ce serait complètement spoliateur si jamais ils avaient 100% de l'ISF à payer. Mais au lieu de dire finalement cet impôt n'est pas valable, empêche finalement la création d'entreprises, la création de valeur, la création de richesses, on fait ce que vous appeliez des usines à gaz, c'est-à-dire des mesures qui au final stratifient. Ouais. C'est-à-dire on est dans une période glaciaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que chaque fois qu'on fait de l'impôt, finalement, on affiche des espèces de taux aberrants qui créent un déficit en termes d'image monstrueux. Et après, on est obligé de blinder le truc de niche pour corriger les effets de l'impôt. Et finalement, on finit par avoir des gens qui ne payent jamais le nominal, par avoir un rendement mauvais, mais avec le déficit C'est d'image. le problème de l'affichage politique, c'est de la communication. Ce n'est pas une politique économique. La fiscalité est un outil de pilotage économique. Allons-y, Olivier Burier, sur cette histoire. Moi, j'ai toujours un dada sur les analyses entre le court terme et long terme. On a un peu le micro, Olivier. C'est des analyses entre les problèmes liés à une gestion beaucoup trop court-termiste des entreprises en général et d'ailleurs de la société encore plus largement. On a un débat sur la taxation capital-travail qui est intéressant, une problématique sur les créateurs qui je pense va être résolue quand même avec un peu de bon sens. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas une vraie réflexion sur justement la taxation du capital. Une réflexion sur est-ce qu'on ne devrait pas quand même taxer beaucoup plus les capitaux qui s'investissent de façon très court-termiste par rapport aux capitaux qui s'investissent à long terme. C'est une question qui est extrêmement importante. Est-ce que le capital qui va servir à un trader à spéculer doit in fine être taxé de la même façon que le capital d'un actionnaire qui va s'investir 20 ans dans une entreprise ? Une question fondamentale. Oui, mais aujourd'hui c'est plus 20 ans. Aujourd'hui on investit, on est business angel, on investit 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est ça qu'ils ne comprennent pas à Bercy aussi. Ils ont voulu faire des possibilités quand on avait une détention de plus de 12 ans pour avoir en fait un abattement de 40% sur la fameuse taxation au barème de l'impôt sur le revenu. 12 années justement pour arriver. Mais c'est trop long. Il n'y a pas de dynamique de création d'entreprise si on il n'y a pas que la création de d'entreprise. liquidité. D'accord, il y a aussi des millions d'actionnaires qui s'investissent quand même aussi à long terme, en particulier via l'assurance vie. Il n'y a pas que de l'investissement dans des petites boîtes. Sur ce point-là, mais il y a des façons justement d'avantager. Pourquoi on ne se dit pas, tiens, un dividende double après 10 ans ou triple après 10 ans ? Enfin, on peut se poser la question. C'est peut-être bête, je ne sais pas, mais on se la de pose Jean-Louis pas. Beffa qui appelle à une réforme de la fiscalité en fonction de la détention à court terme ou à long terme. Qu'est-ce qu'on veut ? Réformer le capitalisme, c'est pas que des mots dans des discours politiques. Il va quand même falloir passer à des actions concrètes. Et ça en est une qui est quand même fait sens. Mais pas que. Les vrais investisseurs de long terme existent avec des incitations fiscales. Oui, aux États-Unis, ça s'appelle des fonds de pension. Pas que, vous avez des fonds de pension aussi qui spéculent in fine. Après, ça dépend. On peut l'appeler autrement, mais en fait, voilà. Non, mais c'est pas parce que le fonds a récupéré de l'argent à long terme que lui-même investit à long terme. C'est aussi une des difficultés dans la gestion des fonds de pension. On le voit bien aux États-Unis avec leur problème. Fiscalement ou réglementairement. Mais par exemple, bien sûr, oui. Oui, mais quand on parle un peu avec les actionnaires d'entreprises familiales, exactement ce qu'on aimerait avoir, qu'ont les Allemands, c'est ce Mittelstand, ces entreprises très, très solides avec un actionnariat stable, etc. Ils nous disent, moi, finalement, j'ai plus conservé les parts parce qu'au bout d'un moment, quand on additionne tout, ça me rapporte pas plus qu'un placement en assurance vie. Et il faut en avoir conscience de ça. Ça veut dire que quelqu'un qui prend des risques au sein d'une entreprise qui peut demain faire faillite, finalement, ça va lui rapporter moins qu'un placement hyper pépère de bon père de famille. Non, c'est pas logique. Aujourd'hui, la fiscalité du capital, je pense que vous l'avez déjà abordé cette semaine, j'imagine, elle est plus taxée que la fiscalité du travail. Bien sûr. Oui, mais oui, parce qu'on parle d'alignement, en fait, il n'y a pas d'alignement. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord que quand on ajoute un taux marginal à 45% auquel on ajoute 15,5% de prélèvements sociaux plus 3%, d'accord. Plus la taxe sur les hauts revenus. Après, mettez l'ISF, mettez la taxe d'habitation, mettez la taxe foncière, bien évidemment. Oui, mais quand on reprend même, par exemple, sur les dividendes, la taxation IS qui arrive en amont de la taxation, alors là, on arrive à des chiffres totalement délirants. Et c'est ce qu'a rappelé Esther Dignac il n'y a pas longtemps, qui est pourtant un économiste qui n'est pas réputé proche du capitalisme. Il est plutôt réputé atterré. Effectivement, il faut rappeler que le capital, c'est de l'épargne. L'épargne, ça vient du travail qui a déjà payé l'impôt. Et si, d'aventure, cette épargne génère des dividendes, le dividende passe par le prisme de l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça
d'ailleurs Il qu'on a avait déjà fait. été taxé. C'est pour ça qu'on avait fait une fiscalité particulière ad hoc avec un forfait à 19%. Attention, il faut aussi rappeler que quand on cotise, quand on paie de la CSG, de la CRDS sur les revenus du capital, ça n'ouvre pas droit à retraite, etc. Il y a des revenus différés qui sont dans les cotisations sur le travail, qui en fait sont des revenus donc de retraite, de chômage ou autres, qui sont en fait des revenus que vous aurez un jour ou l'autre, que vous n'aurez jamais, vous n'avez pas les droits qui sont affectés quand on veut vous payer sur le capital. On marque une pause, on fera un petit bilan de la semaine fiscale en général, en sortant simplement de cette histoire de volatile, et puis on s'intéressera à ce qui se passe en Europe avec la BCE qui est dans les starting blocks pour venir en aide à l'Espagne si elle en fait la demande formelle et officielle. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Berruyer, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, et Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Olivier Berruyer qui est l'animateur du blog www.les-crise.fr. J'ai pas mal de réactions d'auditeurs. Créer une entreprise, c'est jouer à la roulette. Si par chance vous gagnez, c'est remiser tout ou on vous le prend, écrit Philippe. Il y a Patrick qui nous dit, pour plumer la tête d'un pigeon, vous commencez par lui dire que vous allez le plumer entièrement et puis en quelques jours, vous verrez, il sera d'accord pour seulement la tête. C'est une technique de manipulation bien connue. Il y a Pascal, quel est le métier qui en 10 ans arrive à constituer une retraite suffisante et honorable? Député, dit-il, no comment. Et puis David, 100% d'accord avec la fiscalité différente selon la durée, dit-il, et il pense que la taxation sur les transactions financières devrait justement s'appliquer sur les titres qui font des allers-retours dans la journée, alors que ce ne sera a priori pas le cas, tout est fait à l'envers, écrit-il. Eric, les politiques sont dans une idéologie d'État dirigiste et collectiviste. Il faut travailler sur l'idée de mettre gains et pertes dans l'impôt sur le revenu, pense Patrice. Il y a Philippe qui nous dit, après 4 mois d'alternance, les entrepreneurs, ou je devrais dire les pleureuses, sont à la manœuvre et prêts à s'exiler. Belle mentalité, écrit-il. Enfin, je vais terminer avec... je vais rester là pour l'instant. Donc maintenant, on est sur le distinguo investisseur-créateur d'entreprise. Il va falloir fiscalement dire ce qu'est un créateur d'entreprise, qui donc sera en partie exonéré ou en tout cas préservé dans sa fiscalité sur le capital, et l'investisseur qui lui sera tapé directement. C'est une catastrophe. Agnès ? C'est une catastrophe, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce qu'au contraire, justement, les entreprises de la nouvelle économie, les nouveaux entrepreneurs... Sans investisseurs, ils sont morts. Ce sont des jeunes qui créent des boîtes, les vendent bien, très bien, mais réinvestissent l'argent dans des startups. Je pense à Marc Simoncini, je pense à Xavier Niel, je pense à plein d'autres, à Denis Père qui a vendu sa boîte très jeune et qui a ensuite réinvesti une partie dans d'autres entreprises, puis dans une autre qu'il a recréée lui-même. On ne peut pas faire de distinction entre les deux. Ces créateurs sont des investisseurs et ces investisseurs sont des créateurs. Nous avons déjà eu le problème avec Bercy depuis des années à la Fondation IFRAP. On a travaillé pour créer une société de capitaux à transparence fiscale qui permettait de basculer les pertes justement sur sa fiscalité personnelle. Et on n'a pas pu arriver jusqu'au bout de ce projet. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait toujours cette distinction entre l'entrepreneur. C'est toujours le problème de l'entrepreneur dirigeant, en fait. C'est la même chose qu'on retrouve sur l'impôt sur la fortune. C'est toujours la même façon de réfléchir, c'est-à-dire celui qui investit, et ça rejoint le discours qu'a tenu Pierre Moscovici pendant la présentation du budget 2013, c'est ceux qui soi-disant s'enrichissent en dormant. Eh bien non, il ne faut pas faire de distinction entre les deux. Il n'y a pas ceux qui dorment et ceux qui travaillent dur. Les investisseurs aussi, les actionnaires même minoritaires, ils suivent les entreprises, ils choisissent de conserver ces participations. Souvent, ils accompagnent les boîtes. Il faut dire qu'un business angel, il accompagne l'entreprise, il aide à trouver des nouveaux marchés, etc. Et souvent, il se fait pas payer. Il se fait pas payer pour ça. Il accompagne aussi. Il y a vraiment une vertu aussi pédagogique. On rappelle l'histoire d'Olivier Bernasson, le patron de pêcheurs.com en Auvergne, qui a été l'un des premiers à dégainer le week-end dernier, qui a voté à gauche, qui le regrette, qui a eu honte d'ailleurs de défendre la candidature de François Hollande auprès de ses amis entrepreneurs. Et il explique que lui, s'il n'avait pas eu d'investisseurs, sa boîte n'existerait pas. Évidemment. Voilà. Ce sont tous des apporteurs des capitaux, voilà. On veut tout faire avec une banque publique d'investissement. On résoudra pas. n'existe pas pour l'instant, Agnès. Non, mais voilà, mais on va recréer les Landesbank, les Landesbanken allemandes, en fait. Voilà. C'est ça. Ou les Caras espagnols. Oui, ou Crédit Lyonnais. Donc, oui, ce sont des boîtes qui. On est en train de créer une banque publique. Oui. Cette banque publique, elle n'investira jamais dans l'amorçage des entreprises comme le font les investisseurs privés. C'est trop risqué. Vous savez que le problème, il n'est pas vraiment dans l'amorçage, il est dans la partie entre 2 et 4 ans. C'est là où on a une espèce de flou dans le capital.
nous, on l'a identifié entre 100 000 et 1 million d'euros. On a aussi identifié qu'on crée 2 ou 3 fois moins d'entreprises créatrices d'emplois en France par rapport à l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Ces gens-là sont des générateurs de risques, hein. Enfin, je veux dire, des preneurs de risques. Enfin, parce que Agnès vient de citer tous ceux qui réussissent, mais il y a tous ceux qui se plantent aussi. Hein. Voilà, on considère qu'on a un investissement sur 10 qui véritablement sera générateur d'enrichissement, et que la plupart du temps, effectivement, on y laisse des plumes, justement, puisqu'on parle de pigeons. J'aimerais avoir votre avis rapidement sur la communication politique qui a consisté à dire qu'il y avait 10 milliards d'impôts sur les entreprises, 10 milliards et principalement les grandes, 10 milliards d'impôts sur les ménages et principalement les plus riches, ce qui globalement, quand vous regardez les grandes masses, est à peu près vrai. Le gros des milliards, c'est vraiment sur les 1%, 1,5% les plus aisés. Le gros des milliards, c'est vraiment en théorie sur les grands groupes. Mais il y a 10 milliards de baisse de la dépense publique, ou en tout cas 10 milliards d'économies. On a le sentiment que tout d'un coup, l'État, pour la première fois, a fait 10 milliards d'économies. Est-ce que vous achetez ou pas les 10 milliards d'économies? Jean-Pierre Petit. Stéphane, Nicolas. Pas grave. Soumier, c'était juste avant, mais c'est pas grave. C'est la même. Nicolas, mais j'aurais pu le dire à Stéphane également. Voilà. Non, mais les annonces de maîtrise des dépenses publiques, on sait ce que ça vaut en France, historiquement. Pourquoi on a un niveau si élevé? Oui, mais Jean-Pierre, c'est inédit en même temps ce qu'on fait. Non, inédit, enfin. Avoir une dépense qui augmente moins vite que l'inflation, qui maintenant est contenue à plus 0,3% entre 2012 et 2013. Ce que je dis, c'est une annonce. Mais non, mais même ça, on n'arrivait pas à le faire. Les 10 milliards, ils existent. Même ça, on n'arrivait pas à le faire. Généralement, on avait une déformation naturelle du budget entre 2,5. Ils existent. On verra ça express, cher ami. D'accord, on a fait tous les chiffrages, on a repris toutes les élasticités entre 2012 et 2013, on a repris tous les chiffres officiels du budget 2013 et on voit que vraiment, des vraies économies, c'est 5,7 milliards. Okay, qu'est-ce que vous appelez une vraie économie, Agnès? Les vraies économies sur les dépenses, c'est-à-dire le fonctionnement, les achats de la vie les interventions, les dépenses d'investissement. Des économies structurelles. Voilà, de vraies économies. Durables. Mais après, quand vous cherchez où sont les 4 et quelques qui restent, il y a les commandes de la défense. Non, parce que ça, je les ai comptés dans les 5, et quelques. Hein. En réalité, le reste, c'est de la charge de la dette qu'on va payer en moins, parce que les taux ont baissé. Et ça, moi, j'appelle pas des vraies économies. Bon. Parce que là, il y a 4,89 milliards quand même. Parce que on est les seuls à la Fondation IFRAP à avoir repris tous les chiffres et avoir cette tapée de refaire tous les tableurs là-dessus. Hein? Une hypothèse forte. Est-ce que c'est une économie de payer un peu moins sur la charge de la dette? Je suis d'accord que c'est de l'affichage politique. C'est pas sanctuarisé, hein, parce qu'on sait et en plus, qui connaît les taux exactement de l'année prochaine? Vous pouvez me dire, Nicolas? Mills, à l'agence France Trésor, a fait une projection, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il y a une projection de moyenne de taux à 10 ans. Est-ce que c'est logique de vendre aux Français comme une économie un peu moins de taux, une baisse des taux et un peu moins de charge de la dette à payer? D'accord, Agnès. Alors même que l'année dernière, c'est de bonne guerre quand on est politique d'aller prendre tout ce qui est tout ce qui permet d'avoir un affichage. Non, c'est pas de bonne guerre parce que en fait le gouvernement à côté il affiche par exemple 2,8 milliards d'économies en dépenses de fonctionnement. Oui. Quand vous faites l'addition de tout ce qui est affiché, en réalité il y a les 10 milliards quand il donne les chiffres, mais on les retrouve pas dans les chiffres vraiment réels du budget. Donc ça c'est un problème parce que les 2,8 milliards d'économies en fonctionnement, on les trouve pas dans les chiffres. Et ça, il faut le dire. Et ensuite, sur la question de la dette, la charge de la dette l'année dernière, en 2012, c'était 48,8 milliards. La charge de la dette en 2013, elle est évaluée à 46,9. Ok. Donc ça fait 1,9 milliard de moins. Ça fait pas 4,89. Donc le reste, il a été calculé sur quoi? Sur un tendanciel de taux sur les dernières années. Hein. Donc moi j'aimerais quand même qu'on nous explique. Mais Agnès, vous découvrez quand même pas maintenant à quel point les gouvernements manipulent les informations, qu'ils soient en France, qu'ils soient ailleurs, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Enfin, quand même, soyons sérieux. C'est que ça se base sur des estimations de marché. Et on connaît l'efficience des marchés de capitaux, des marchés obligataires, qui il y a 5 ans valorisaient le risque grec comme le risque allemand. C'est-à-dire du jour au lendemain, ça peut changer à la faveur de tel ou tel événement. Des faisceaux d'indicateurs que personne ne prévoit. En plus, on est bien d'accord que ça changera. Maintenant, la problématique, c'est qu'on approche des 1900 milliards de dettes publiques et qu'on essaie de s'imaginer que ça va rien. 123 milliards maintenant. On essaye d'imaginer que ça va rien coûter à personne au final. Donc évidemment, avec une telle gestion calamiteuse, il va y avoir des conséquences de plus en plus difficiles. En effet, ça passera sous des formes d'impôts ou sous des formes de destruction de créances. Après, non, il faut des vraies économies en valeur. Ça veut dire d'intégrer aussi les pensions de l'État dans la norme zéro valeur. Et ça, on le fait pas. Et les pensions des agents... Vous voulez dire le hors bilan de l'État?
Oui, mais D'accord, non, mais c'est pour que tout le monde comprenne. C'est hyper compliqué, Agnès. Vous êtes plongé dans ces trucs de dingo du matin au soir. Il y a quand même des gens qui sont là, il faut leur expliquer. mais c'est vrai qu'on a mal à la tête. Intégrer les pensions de l'État. Alors, Oui, ça veut il dire faut- que tout le hors-bilan, effectivement, qui est... Comment on explique que les pensions de l'État de 2012 à 2013, elles dérivent de 2,9 milliards, hein, et qu'on ne fasse rien pour ça, et qu'il n'y a pas de norme zéro valeur là-dessus? Parce que vous avez une déformation naturelle du budget avec effectivement des pensions indexées. Alors on décide de plus les indexer, on décide de les geler. On décide de geler, il faut arriver à avoir un objectif clair de combien de milliards on veut dépenser, parce que quand on regarde 2013, 2014, 2015, les prévisionnels de budget, en Plus 2015, 0,7% de dépenses. en 2015 par an en on moyenne. sera à 380 milliards. Aujourd'hui, on est à 370 milliards total de dépenses. 371. Ça veut dire qu'on ne gèle pas les dépenses La aujourd'hui. seule règle d'or qui fonctionnerait pour la France, à la fois du Jean-Pierre point de vue Petit. des marchés, du point de vue des acteurs économiques, c'est une règle d'or très contraignante sur les dépenses publiques de fonctionnement et de transferts sociaux d'une manière générale. Voilà, c'est pas la peine de rentrer dans ce traité imbitable là dans lequel on rentre aujourd'hui avec un déficit structurel à moins 0,5, etc. Tout ça, on s'en fout. Ce qu'il faut véritablement pour la France, c'est une règle d'or sur Une les norme de publiques. dépenses. Une Voilà. norme de Une norme de dépenses. dépenses. Le seul On a truc fait qui une norme de dépenses sur fonctionnerait, l'assurance maladie. Il nous faut une norme de dépenses sur les dépenses locales. Il nous faut une norme de dépenses sur les dépenses de l'État, hors charge de la dette. Je le conçois, mais sur le reste, une norme de Mais dépenses. avec les pensions. Et avec les pensions. D'accord. Pour l'instant, c'est hors charge de la dette, hors pension. Mais la problématique Olivier là-dedans, c'est que Lévrier. j'ai l'impression qu'il y a un mal fou à comprendre que c'est pas parce qu'on diminue de 10 milliards d'euros les dépenses publiques et qu'il y a 10 milliards de déficit en moins au final. Bien Le problème, sûr. c'est que tout ça a des impacts macroéconomiques majeurs. Bien sûr qu'on peut figer les retraites, il effet faut figer les multiplicateur. retraites. Il y a juste un petit problème, c'est que vu le nombre de retraités en France, si vous leur figez leur pouvoir d'achat, ben ça fait autant de croissance en moins, autant de consommation en C'est moins. Natixis Je dis pas qui que est- c'est bien, hein. Oui. Mais je dis c'est des problèmes qui sont extrêmement compliqués et on peut pas juste dire il y a qu'à baisser ou il y a qu'à diminuer la Non, mais dépense on publique sait, et on on n'aura sait pas, on que n'aura les pas de retraites problème. de Bien l'État sûr qu'il y a sont des beaucoup réformes à plus faire. généreuses, et nous on l'a prouvé maintes et maintes fois, les retraites de l'État sont beaucoup plus généreuses que le système général, le régime général des retraites. On pourrait très bien contenir les retraites publiques. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Il y a des rapports internes à Bercy qui montrent comment on pourrait faire pour les contenir. Et il faut pas croire qu'il n'y a pas des gens extrêmement intelligents qui ont déjà réfléchi à toutes Mais les ces conséquences, questions. après, c'est quoi les conséquences macroéconomiques? C'est ça Non, aussi mais la de toute question. façon, on est plombé sur la croissance, hein, sur les 2-3 prochaines années. Même si on prenait, Bien sûr. même si on s'engageait sur des réformes structurelles crédibles, puissantes et de normes de dépenses publiques, de toute façon, sur les prochaines années, on est plombé sur la croissance. De toute façon, ça faut bien se le mettre dans le crâne. Après, il faut réfléchir sur le moyen et long terme. Bien sûr. Les dépenses publiques, c'est pas soutenable en France pour des raisons sociologiques et surtout démographiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la France, mais la France part d'un niveau de dépenses structurellement beaucoup plus élevé et d'incapacité à les réguler. Et de doublons Voilà. aussi. Voilà, et de Des doublons dans tous problèmes les de sens. périmètre d'intervention. Voilà, Ah, mais exactement. c'est un autre sujet, le périmètre Après, d'intervention. sur Le plan résultat sera le même. Sur le mais, plan Macron, je suis tout à fait d'accord, parce que de toute façon, si on réduit les dépenses publiques et qu'on augmente les impôts, qu'on fasse un peu les deux, de toute façon, les normes de réduction des déficits publics qu'on annonce aujourd'hui ne tiennent pas la route une seconde. Bien sûr. Donc de toute façon, parce que ex post, on va voir que l'impact sur la croissance va être beaucoup plus récessif qu'anticipé, à cause des effets des multiplicateurs qui tiennent au fait que tout le monde le fait en Europe. Non, et puis je rappelle qu'on sait que si on veut Natixis a dit, vous voulez 30 milliards de baisse de déficit, ça vous en coûte 45. Voilà, c'est les Oui, calculs bah, qui a c'est- été fait. C'est la différence entre le déficit qu'on annonce, la baisse de déficit ex ante qu'on annonce et l'impact ex post. Voilà. Parce qu'il y a de l'économie souterraine aussi qui va se développer, et pas qu'en France, partout. C'est inévitable. Malheureusement, on n'a va pas atteindre des encore les niveaux de chiffres, mais ça, prélèvement. c'est Les chiffres, bah, clair. C'est clair que sur le terrain, on voit une augmentation du non déclaré, de l'économie informelle. hein. Voilà, c'est évident. C'est pour ça que ça marchera pas. J'ai une autre petite Olivier remarque sur les Lévrier. dépenses publiques aussi. Il est important de bien séparer ce qui relève de la sécurité sociale et ce qui relève après de l'État. Parce qu'évidemment, quand on compare entre pays, on compare sur des périmètres d'intervention publique sur la sécurité sociale qui sont extrêmement différentes. Donc c'est pour ça évidemment qu'on a des dépenses publiques élevées chez nous, parce qu'on a une forte socialisation de la sécurité sociale. Il est La vrai qu'en différence dans les Allemagne, autres il est vrai pays, elle qu'en est payée- Allemagne, Oui, les Allemands, ils payent après sur des assureurs privés à peu près Voilà. la même chose, à peu près au même prix. Il n'y a pas la même ponction par l'État pour la santé en Allemagne qu'en France. Bah oui, Elle est mais ça beaucoup change moins tout. élevée en Allemagne, donc la dépense publique allemande est beaucoup moins élevée. Effectivement. Sauf que c'est des prélèvements obligatoires. Voilà. Christian D'accord, mais Chavagneux c'est vrai qu'il y a le mot rappelle obligatoire, régulièrement. qu'il y a le mot obligatoire, mais le problème c'est qu'il ne faut pas non plus être plongé dans l'idéologie et puis, Mais là, et puis le- considérer parce que Enfin, c'est Olivier, obligatoire. mais Mais on le a quand vieillissement, même- il est là. Le Oui. vieillissement et la mondialisation, ils sont là. Bien De toute sûr. façon, on Les peut pas dépenses de faire- santé, elles Voilà. augmenteront très fortement à l'avenir. Voilà, Après, on peut me- dire que les me dites socialistes pas- vous les me paierez dites au pas privé, qu'il y ça a ne pas fera des- pas grand-chose. Et si on a une croissance nulle, on n'y arrivera pas. Bien sûr. Croissance nulle, mondialisation et vieillissement, c'est absolument incompatible avec le modèle social. C'est dommage quand même que Bien sûr. on a eu un an de campagne électorale et qu'on n'ait pas Qu'on n'ait pas abordé parlé. le quart de la moitié de Bien ce, sûr. ce sujet. Bien sûr, mais sur les plus de 620 milliards d'euros de dépenses sociales françaises, il y a évidemment des économies à faire. Dire le contraire, ce serait faux. On a aujourd'hui. intéressant Il y a sur le des débat économies aux surtout. États-Unis. Regardez, je parle d'une économie. On a parlé il y a 2 secondes
de Samsung qui fait 7 milliards de profits. On pourrait réfléchir pourquoi il y a 7 milliards de profits dans la téléphonie. Certes, c'est du privé, certes, on fait ce qu'on veut. Enfin, c'est comme 7 milliards Alors qui sont attendez, extorqués moi je vais aux vous donner un consommateurs. autre chiffre. Le chiffre des transports sanitaires qui sont payés par l'assurance maladie, Non, mais- remboursés par ok, l'assurance on peut rentrer dans maladie. tous les détails. 3 Est-ce que milliards c'est- d'euros par an. Alors vous vous rendez compte qu'on a 3 milliards d'euros par an qu'on pourrait très bien réduire. On connaît tous des gens autour de nous qui prennent le taxi pour aller à leur C'est le coût de la consultation. TVA dans la restauration, 3 milliards. Qui prennent le taxi pour aller à leur consultation alors qu'ils prennent leur voiture pour aller au supermarché. Ouais. Bon, On est est-ce que on est c'est bien d'accord, normal? Agnès. Est-ce que ce système peut avancer et aller quelque part à un moment La ou à liste un est autre? immense, Non. Agnès Verdier, de Mais- ce genre de là, sur le truc. débat sur On les a inégalités, plus de parce que- 4 médicaments par ordonnance et c'est une exception non, en mais Europe. attends, Il y a plein de On choses a à le faire, c'est une record évidence. des Bien nuitées sûr. à l'hôpital, c'est un record d'Europe. On hospitalise 2 fois plus, Oui, bon. avec un temps 2 fois plus long que par exemple en Suisse, dans des hôpitaux qui finalement Eh bien, coûtent. pour l'instant, sont mieux. personne n'y est arrivé Oui. à changer ça. Mais vous savez, des gaspillages, Personne il y en a n'y est aussi beaucoup arrivé. dans le privé, quoi. non, C'est simplement mais- ça. Le problème, c'est Après, qu'on c'est vit pas une seulement- époque du gaspillage, public comme privé. Non, mais enfin, c'est pas seulement attendez, une question d'inégalité riches-pauvres, c'est une question aussi d'inégalité intergénérationnelle, parce que toutes ces dépenses-là sont liées au vieillissement. Bien Sont sûr. liées, enfin, je veux Bien dire, on sait bien qu'une personne âgée consomme beaucoup plus de. Oui, mais de on santé, sait très voilà. bien aussi que quelqu'un qui va rentrer dans les affections de longue Verdier. durée, qui va être remboursé à 100%, même s'il est guéri, même s'il est en rémission, même s'il a eu à un moment un cancer, on peut avoir un cancer et vivre encore 20 ans après derrière. Et ben on reste en affection de longue durée et on reste remboursé à 100% par la sécurité sociale. Qui est-ce qui connaît ces chiffres? Qui est-ce qui travaille là-dessus? Mais quelle différence? Faut le repasser à 70%, c'est les assureurs privés qui compléteront les 30%, ça revient strictement à la même chose, Agnès. Non, Donc, non, après- je suis après, pas c'est un d'accord. choix Je suis d'assurance. pas du tout d'accord. Ça revient pas du tout au même. Vous savez, D'un quand on a un côté, c'est cancer, il faut bien payé. dire qu'on n'est pas responsable et qu'on s'amuse à d'un- consommer des médicaments. d'un côté- Personnellement, c'est pas tout à fait cette d'un vision. Non, c'est parce qu'elle a dit. Non, c'est Elle a pas dit du que tout s'il y ce que avait j'ai dit. rémission, on Non, restait mais- sous le statut d'ALD alors qu'il y D'accord, mais avait ça, eu ce rémission. que je dis, c'est que ça ne On a change pas une- grand-chose. on a Si une vous payez plus en rémission. cotisation de sécurité sociale, bah, vous le payez moins en cotisation Non, d'assurance ça privée. change tout. Ça change tout parce que Allez-y, d'un ça côté change. c'est payé par le système public et ça creuse le déficit public et d'un autre c'est pris en charge par des mutuelles qui sont payées par chacun d'entre nous. Mais il Voilà, y a qu'augmenter la c'est- CSG, vous avez c'est- rééquilibré, vous ne creusez pas le déficit public. Mais non, mais il Exactement la même faut- chose. Qu'est-ce que la fait une question, mutuelle c'est tous les de ans? Une savoir mutuelle tous s'il y a les ans, plus- elle rééquilibre ses comptes. La Sécu doit équilibrer ses comptes. Savoir si on a plus ou moins de gaspillage, en fait. Oui. Voilà. Et il y a le Dans problème du le système gaspillage, mais ne public- confondons pas le gaspillage et l'aspect public. Oh, bah, attendez, il n'y a pas de différence ici, on parle du financement du système, on ne parle pas de l'aspect public-privé. Non, non, Mais ça- attendez, c'est du hyper point de vue de important. l'efficience. Vos ambulances, vous passez sur un système 100% privé, vous aurez le même problème. Les gens, ils prendront aussi le taxi, vous n'avez pas résolu Oui, votre problème oui, à la mais source vous n'aurez de la pas dépense 3 et du milliards, gaspillage. 3 milliards de dépenses prises en charge par la collectivité et qui creusent le déficit Mais vous savez, public. je vous rappelle qu'un assureur, c'est une collectivité d'assurés. Hein. Mais et alors, mais ça, c'est pris en charge par la collectivité des assurés. Et la sécurité sociale. Vous pouvez Et la pas dire sécurité c'est la même chose. Je suis désolée, c'est Non, pas mais la même chose. il Ça faut n'a rien à savoir voir. s'il faut- Je me permets de vous dire que la sécurité sociale s'il y n'est a qu'une besoin- grosse mutuelle à adhésion obligatoire. C'est la seule savoir différence. s'il y a besoin Adhésion de- obligatoire, c'est quand même une énorme Tout à fait. différence. Et bah, toutes les autres mutuelles, elles sont aussi finalement à une espèce d'adhésion obligatoire puisque tous les Français vous en n'êtes ont. pas obligé de. Non, non, mais il faut savoir s'il faut Quand dégager des 95% des Français en ont ressources une, vous avez une forme de dépense quasi obligatoire. Ok, Non, mais- on n'est pas sur l'aspect obligatoire même, mais dans ce cas-là, on est dans une idéologie. Demandez aux frontaliers suisses ce qu'ils en pensent parce Oui, que le enfin, les gouvernement frontaliers suisses, ça, c'est vient de peut-être pas les reculer. exemples. Pensons, vient pensons, de la question reculer est de savoir s'il faut Voilà. dégager des ressources Jean-Pierre financières Petit. pour l'offre productive privée. Il y a un problème d'offre en France. C'est ça le bon diagnostic qu'il faut poser. Bien sûr. La profitabilité baisse. Enfin, je veux dire, les coûts salariaux unitaires sont totalement insensibles au chômage. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le seul pays attaquable, vulnérable de l'Europe où les coûts salariaux unitaires ne s'ajustent absolument pas. Il y a un déficit commercial qui se creuse ou qui se maintient des hauts niveaux. Il y a un problème d'offre. C'est Bien ça sûr. alors cœur donc, du il faut problème. dégager des ressources d'une manière ou d'une autre. D'accord. Il faut empêcher que la réglementation ou un excès de dépenses publiques, quelle qu'elle soit, empêche cette efficience de l'offre. C'est ça le bon diagnostic. Bien sûr. C'est dingue quand même que c'est aux États-Unis aujourd'hui où il y a un débat quand même sur Medicare et Medicaid ou d'une manière générale sur l'avenir de la Social Security aux États-Unis, alors que les dépenses sociales couvertes par des assurances obligatoires, on va dire, Oui. aux États-Unis est bien plus faible qu'en Europe et a fortiori en France. Bien sûr. Voilà. Et même Mais- en Allemagne, il y a eu quand même des débats. D'accord, Jean-Pierre, mais enfin, ils volent pas haut le débat là-bas. Il faut regarder un débat Romney. mais- Ils en sont à parler, moi, tu dis débat sur des baisses d'impôts sur un pays qui est en faillite et qui est incapable d'avoir fait le moindre effort de rigueur dans ses comptes. Enfin, c'est quand même surréaliste. Medicare, Medicaid, en effet, ils sont en train de se demander s'ils vont pas encore Mais démanteler au moins, on moindre- aborde le moindre- sujet. En France, on l'a pas du tout abordé. On considère que le modèle social, c'est un d'accord, bien postulat sûr. sur lequel on peut pas Bien sûr. revenir. Et le- On voit bien qu'on a et des- d'ailleurs, qu'on a des je débats pense qu'il y a ridicules. la question du coût du Agnès travail qui Verdier. va être abordée par le rapport Gallois, etc. Cette question, c'est complètement la question de notre protection, notre système social, etc. C'est sûr. Ah ben c'est oui, quoi oui. le coût du travail? C'est le coût des dépenses sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français préféreraient avoir un net plus important et, C'est ce et que faire disait des un choix? auditeur hier. Donnez-moi un net plus important et Attendez, fichez-moi la paix. aujourd'hui, Je on m'assurerai parle quand j'ai pas. envie de m'assurer. Mais bien sûr. Mais attendez, quand on regarde la différence entre le super brut et le net, c'est-à-dire là, on voit qu'il y a une différence qui est bien plus importante que dans les autres pays. Et est-ce que c'est normal?
Et est-ce que c'est normal qu'on dise à chacun d'entre nous la part arbitrable de ton revenu, c'est ça, parce que le reste, on choisit pour toi. Olivier, Non, en mais fait, la question est, est-ce qu'il faut réduire le périmètre de l'État, le périmètre d'intervention de l'État et l'émission de Ça l'État? dépend ce que vous appelez l'État, ce que vous appelez la sécurité sociale. Le périmètre de l'État en tant que tel, quand vous le comparez, ces chiffres OCDE aux autres pays, c'est pas extrêmement différent. Je veux dire, on a un périmètre qui est inférieur à des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie. Mais évidemment, vous avez une part de sécurité sociale qui est importante, qui est très importante, et ce qui fait qu'on est en tête. Mais vous voyez, on parle Il y a pas que ça, uniquement il y a les du mode. collectivités territoriales aussi. Oui, Enfin, collectivités locales. elles sont assez peu. Il y a un vrai problème sur le personnel des collectivités locales. On est bien d'accord. Les collectivités locales qui embauchent d'ailleurs les personnels non qualifiés. Parce que le problème, c'est que la catégorie C, des gens extrêmement non qualifiés qui sont partis embaucher dans les collectivités locales. La question, qu'est-ce qu'on offre aussi aux ouvriers non qualifiés? Je dis pas que c'est bien, je dis pas que tout est blanc ou tout est noir. Je veux dire, on est sur des problématiques qui sont compliquées. Après, la problématique du financement de la sécurité sociale, de notre modèle social, on a choisi un modèle qui était plutôt collectif. Alors, il faut le réformer, en particulier à l'hôpital, il y a plein de choses à faire. Mais s'imaginer que c'est fondamentalement différent d'un modèle allemand ou d'un modèle... quel est le modèle le plus privé? C'est les États-Unis. Ils consomment 50% de plus que nous. 50% de plus que nous en pur gaspillage Mais des dépenses de le santé. système de santé américain n'est pas efficient, parce que pour tout un tas d'autres raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de on a revenir. fini, là. C'est pas Enfin, un modèle. en Allemagne, C'est pas un ils font modèle. gérer leurs hôpitaux publics sur appel d'offres par des chaînes de cliniques privées. Je suis désolée. Et ils réussissent ça à change faire. quoi au final? et Ça ils change pas réussissent- grand-chose eh ben, en termes de s'il y a coût. une meilleure gestion, je suis désolée. c'est pas l'équilibre. Alors là, je ne suis pas d'accord, vous Si, regardez les l'équilibre, dépenses Olivier, de on a santé. l'équilibre Mais en les Allemagne. Puis il y a une autre Mais question. à nous de le rendre à l'équilibre. Bah oui, mais bon. Ah ouais, oui, c'est non, facile de non, dire non, ça. mais Faut s'arrêter là, messieurs. Non, mais juste, on a grillé attends. une minute déjà. Il y a juste une question de base sur la responsabilisation. Est-ce qu'on peut couvrir autant... Non, mais c'est une question de fond. Est-ce Alors, qu'on peut couvrir autant de gens avec le vieillissement qui va exploser au cours des prochaines années, une croissance quasi nulle, et la mondialisation? Jean-Pierre, oui, il faudra consommer moins Notre d'iPhone. système est arrivé en bout de course. Il faut le réformer. Olivier Et Verruyer. baisser les dépenses publiques. Augmenter les impôts, ça nous aidera pas. Pierre Petit Ah bah ça, c'est... et Agnès Verdier-Moligny avec nous aujourd'hui. On se retrouve lundi. On n'a pas parlé d'Europe finalement, mais ça reviendra très vite.